Chers élèves, bonsoir et bienvenue dans ce petit tutoriel sur 1848-1870, les transformations politiques, économiques et sociales de la société française. Donc, dans ce tutoriel, nous allons étudier cette période, c'est à destination des premières générales et technologiques. On est en dessous de mon mouchoir, qui est issu de mon arrière-grand-père, mais qui est un mouchoir de la guerre de 14, dont on parlera ensuite dans l'année. Donc, bonjour à tous, et bienvenue dans ce tutoriel. Donc, tout commence en 1848. En 1848, au début de l'année, on a un roi, qui est Louis-Philippe Ier, qui mène un régime qu'on appelle la monarchie de juillet depuis 1830. Ce régime est un peu à bout, et il est en difficulté suite à une crise économique relativement importante, mais également à une demande de liberté, et les grands soutiens du régime, qui ont été Adolphe Thiers ou même François Guizot, se mettent à ne plus le soutenir, et à la suite d'un banquet, au début de l'année 1848, le 22 février exactement, un banquet républicain, une révolte se met en place, ce banquet étant interdit, et le 24 et 25 février, une révolution met fin à ce régime. Un nouveau régime prend la place, la Seconde République, et c'est là que notre période commence. Un certain nombre d'actions politiques s'ensuit, à la Deuxième République suit le Second Empire, et tout s'arrête en 1870 quand la Troisième République se met en place. Cette période est une période de grande transformation économique, politique et sociale, c'est ce que nous verrons dans ce chapitre. Ce bouleversement touche la France, mais également l'Europe. Donc on se demandera dans ce chapitre en quoi la période de 1848 à 1870 est un profond renouvellement de la France, et en quoi ce renouvellement a une influence même sur l'Europe. Donc, première partie de ce sujet, le profond renouvellement politique de la France. Donc, après la révolution de 1848, un moment d'effervescence intervient avec la mise en place du gouvernement provisoire. Ce gouvernement provisoire est mis en place avec des hommes politiques novateurs, dont Lamartine, qui est un de ses dirigeants, le poète républicain, mais également des socialistes comme Ledru-Rollin ou Louis Blanc. Il y a donc une représentation des ouvriers dans ce gouvernement, c'est relativement révolutionnaire, les républicains et les ouvriers faisant une alliance. Néanmoins, ce climat d'euphorie dans lequel on plante des arbres de la liberté est l'objet de grandes réformes qui sont très importantes. Du côté de la démocratie, le suffrage universel est mis en place, masculin bien sûr, et l'abolition de l'esclavage par exemple, donc, et bien sûr la liberté de presse. Donc c'est un grand progrès, une grande effervescence. Du côté des réformes sociales, on n'est pas en reste avec la mise en place de la semaine de 12 heures, de l'abolition du travail des enfants, mais également des ateliers nationaux qui donnent un emploi aux ouvriers avec un investissement de l'État, et également un droit au travail qui est inscrit dans la loi. Donc c'est un moment de grande effervescence. Cependant, rapidement, à ce moment d'effervescence va aboutir un deuxième moment qu'on peut qualifier les débuts des problèmes de la Seconde République. En effet, à la suite des élections en 1848, le Parti de l'Ordre, dirigé par Adolphe Thiers et le général Cavaignac, gagne les élections. Donc c'est plutôt, on va dire, les conservateurs, la droite, les royalistes, qui tranchent avec ce moment d'euphorie qu'on vient de décrire, qui gagnent les élections. L'Assemblée nationale, qui est nommée pour mettre en place une constitution, et donc une assemblée relativement conservatrice, et va vouloir calmer les ardeurs. Elle va fermer les ateliers nationaux, et s'ensuit une révolte, et les ouvriers de Paris montent en place des barricades contre ce nouveau régime. En plus, bon, il y avait eu une demande de retardement des élections parce que les républicains avaient senti la défaite, la France rurale conservatrice étant plus favorable aux députés conservateurs qui gagnent donc ces élections. Ces journées de juin débouchent sur des massacres, et le général Cavaignac, général républicain du Parti de l'Ordre, répond par la violence à l'insurrection, et c'est donc une douche froide pour les ouvriers qui avaient beaucoup plu en la République. Une nouvelle constitution est néanmoins votée, une constitution relativement étonnante, puisqu'elle est très démocratique, dans le sens où l'Assemblée est élue par le peuple au suffrage universel, avec un système même de proportionnel par département, et cette Assemblée nationale a l'intégralité du pouvoir législatif. Elle n'a aucun lien avec le
chef de l'État, qui est aussi lui élu au suffrage universel direct, qui a le pouvoir exécutif, et mutuellement ils ne peuvent pas se révoquer. L'Assemblée nationale ne peut pas démettre le président, et le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Donc on est dans un régime de séparation entre le législatif et l'exécutif. Cependant, les choses vont rapidement mal tourner pour cette démocratie naissante. Tout d'abord, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République à la suffrage général à la fin de l'année 1848, devançant le général Cavaignac et les autres républicains, dont Lamartine ou Ledru-Rollin, qui se présentent lors de ces élections. Donc le 10 décembre 48, Louis-Napoléon Bonaparte est président et il a des envies sociales, mais également de maintenir le suffrage universel, mais également des débuts d'envie d'un pouvoir relativement personnel. En 49 est réélue du coup une assemblée nationale qui cette fois-là sera permanente, la première étant constituante, et là c'est pire que la précédente, c'est-à-dire que c'est les royalistes qui sont même majoritaires, et donc on a une république avec des royalistes à la tête de l'Assemblée nationale et qui vont voter tout un tas de lois très conservatrices, avec la limitation du droit de vote, avec donc par exemple il faut avoir 3 ans de domicile fixe au même endroit, et donc ça enlève quasiment un tiers de l'électorat, principalement chez les plus pauvres qui n'ont pas de domicile, qui ne peuvent pas en déclarer, mais également avec une limitation de la liberté de presse et surtout une influence de l'Église dans l'éducation. C'est les célèbres lois Fallou qui montrent cette volonté conservatrice. S'ensuit un rapide conflit entre Louis-Napoléon Bonaparte et l'Assemblée nationale. Louis-Napoléon Bonaparte ayant des projets plus sociaux, mais surtout une volonté de maintenir le suffrage universel, et bien sûr il ne peut pas se représenter parce que la Constitution maintient un seul mandat à 4 ans. Bref, le conflit étant latent, dès le début de l'année 1851, il songe à faire un coup d'État pour se représenter. Il choisit bien sûr la date du 6 décembre, c'est le sacre de Napoléon, et le coup d'État a lieu. Il se suit un certain nombre d'arrestations dans Paris, républicains qui pourraient s'opposer au coup d'État, les barricades se mettent en place, mais le coup de force marche, les militaires suivent, et finalement, le plébiscite de 1852 confirmera cet empire qui est mis en place, 1 an exactement après le coup d'État, a lieu le plébiscite. L'empire est donc mis en place, les républicains s'exilent, Victor Hugo, Victor Schœlcher, etc., s'en vont, plient leurs bagages et partent en Belgique ou dans les îles anglo-normandes ou en Angleterre pour se réfugier. Troisième point donc de cette transformation politique, la mise en place du Second Empire. Le Second Empire est un régime autoritaire. Il se met en place à la suite donc de la Deuxième République et c'est l'empereur qui a quasiment tous les pouvoirs. Il nomme le Sénat, les ministres, le Conseil d'État qui fait les lois, donc il fait indirectement la loi, et bien sûr il peut consulter le peuple par plébiscite. C'est un régime bonapartiste dans lequel il y a un semblant de démocratie, puisque il y a bien un vote, mais en fait toutes les structures de régime sont contrôlées par l'empereur. Le corps législatif, qui vote toujours les lois, est contrôlé par l'empereur, car les candidatures officielles sont validées par les préfets, et ces candidatures officielles doivent prêter une fidélité à l'empereur, bref, sont estampillées empire, et donc sont soumises au régime. Ce régime se met en place avec un fort culte de la personnalité et une propagande d'État. L'empereur apparaît comme le souverain parfait, avec sa femme l'impératrice Eugénie, avec laquelle il se marie en 1853, donne un enfant en 1856, l'héritier, et du coup, cela apparaît comme un régime très vite établi, un régime quasiment monarchique. Les libertés sont réduites énormément, il y a plus de liberté de presse, et un système de propagande se met en place. Les plébiscites sont multiples pour valider la politique de l'empereur. Un plébiscite, comme le dit les caricatures, c'est une consultation à laquelle il faut dire oui. Néanmoins, l'empereur a un certain nombre de politiques. Tout d'abord, une politique sociale dont on reviendra avec le droit de grève, mais surtout la reconnaissance des corporations ouvrières en 1864. Et même les ouvriers français vont participer à l'internationale ouvrière à Londres la même année. Une politique sociale qui s'accompagne d'une politique extérieure intense. En effet, l'empereur soutient l'indépendance, non, si ce n'est l'indépendance, l'unification italienne, avec militairement contre les Austro-Hongrois, ce qui débouche sur le célèbre accord de Turin, suite à l'entrevue de Plombières avec Cavour. La Savoie et Nice sont négociés avec le Premier ministre du Piémont-Sardaigne, et la France peut les récupérer suite à l'unification italienne qui a lieu en 1860. Donc nos régions deviennent à ce moment-là
française. Enfin, les politiques extérieures ne connaissent pas que des succès, hein, notamment le soutien de Maximilien au Mexique qui se traduit par un terrible échec. Cependant, la colonisation algérienne se poursuit et l'Empire a une politique extérieure intense et la France est dans une principale puissance mondiale à cette époque-là. Elle accueille 2 expositions universelles et cela se double d'une puissance industrielle, ce qu'on verra ensuite. Enfin, progressivement, le régime se libéralise, c'est-à-dire qu'il donne des libertés. L'empereur vieillissant, alors n'est pas qu'il n'est pas en forme, mais qu'il souhaite donner plus de liberté de manière très progressive. Il le pense pour asseoir le régime en faisant rentrer ses opposants dans le régime. En 1864, il donne ce qu'on appelle les libertés nécessaires et la pression sur la presse diminue, mais c'est surtout avec le retour des premiers exilés. En 1867, c'est la permission du vote du budget et du contrôle du budget par l'Assemblée, par le corps législatif, mais surtout le droit d'interpellation qui est mis en place. En 1868, c'est la liberté de presse. Et surtout des réunions préélectorales qui est mise en place. Donc en 1869, on a des élections quasiment démocratiques, avec la fin des candidatures officielles qui sera actée en 1870, mais qui est déjà de fait en 1869, avec les bonapartistes libéraux qui gagnent, mais surtout beaucoup de républicains qui s'installent dans les grandes villes. Émile Ollivier, le nouveau patron du corps législatif, est d'ailleurs un ancien républicain rallié au bonapartisme. Cependant, cet empire libéral, qui est consacré en 1870 avec la nouvelle constitution libérale, la fin des candidatures officielles, est mise à mal par des fortes critiques de la part des républicains, et cette liberté de presse permet une très grande expression, notamment dans La Lanterne, Henri Rochefort est très anti-bonapartiste, ce qui va déboucher sur la chute du régime. L'assassinat de Victor Noir par le neveu de Napoléon III, Pierre Bonaparte, va conduire les républicains à s'unifier autour de cette personne de Victor Noir, mais surtout à lutter contre le régime jusqu'à son abolition, à la suite de la guerre franco-prussienne. Donc les Prussiens déclarent la guerre à la France à la fin du mois d'août 1870. La France, qui pourtant est une puissance largement supérieure militairement, mais surtout industriellement, est vaincue rapidement par les Prussiens. Les grandes villes françaises de l'Est sont assiégées, Metz, mais surtout Sedan, dans laquelle se trouve l'empereur. L'empereur encerclé les doigts se rendre à l'ennemi le 2 septembre 1870. Il est capturé, et puis ensuite il s'exilera en Angleterre. Néanmoins, la catastrophe est entamée. Le 4 septembre 1870, Gambetta déclare sur le parvis de l'hôtel de ville la République. Il en est fini du Second Empire et nous passons dans une autre période que nous étudierons ensuite. Alors cette période d'un point de vue politique, c'est un grand renouvellement avec un apprentissage lent de la démocratie qui a été fait au travers de la Seconde République, mais même de l'Empire dans lequel le suffrage universel a été maintenu. Et c'est surtout une grande modernisation de la France, ce qu'on verra dans la seconde partie. En effet, la France connaît un profond renouvellement économique et social. Ce renouvellement est tout d'abord économique avec une très très forte croissance entre 1851 et 1869, donc durant le Second Empire. Cette croissance forte se traduit par une industrialisation et l'apparition d'énormes firmes, usines, comme par exemple le Creusot avec son industrie métallurgique, dont le principal fondateur, Schneider, est un ministre de Napoléon III, mais également les Wendel en Lorraine, autour de la métallurgie, de la sidérurgie et surtout du charbon, produisent des industries et des premiers bassins industriels qu'on appellera les pays noirs, qui sont importants. L'industrie textile est en croissance, mais également on note une grande prospérité par la mise en place de grands travaux. Le creusement de canaux, la rénovation des villes, on verra ensuite avec Haussmann, et surtout le transport par train qui se développe. De 3500 km de train en 1851, on passe à plus de 17 000 en 1869, preuve de ce dynamisme. Symbole de cette réussite, bien sûr, le canal de Suez, construit en 1869, terminé de construire en 1869 et inauguré par Eugénie de Montijo, l'impératrice, et un symbole de cela. La France est télégraphiée et donc les communications s'améliorent grandement dans l'ensemble de l'Empire, de la France donc. Un système bancaire et un proto-capitalisme français se met en place avec des
les banques qui sont mis en place, comme les frères Pereire ou le Crédit Lyonnais. La libéralisation bancaire permet une mise en place des sociétés anonymes et donc un capitalisme à la française avec des sociétés par action, notamment ces sociétés par action qui soutiennent les grands investissements et qui peuvent permettre de mobiliser des capitaux pour financer des grandes industries et surtout les grands travaux. Euh, le, le libre-échange est aussi promu par Napoléon III. La France est la deuxième puissance industrielle mondiale derrière la Grande-Bretagne à ce moment-là, et elle-même signe un traité de libre-échange inspiré par les Saint-Simoniens. La vision du libre-échange comme une possibilité de croissance économique est mise en avant par l'empereur qui signe un traité de libre-échange le 23 janvier 60 et les échanges quintuplent entre 51 et 1869, ce qui montre l'importance du commerce extérieur et sa croissance. À cette croissance économique se doublent des changements sociaux importants. La France de 1860, et du début de l'Empire est une France extrêmement rurale. Plus de 70% de la population est rurale, et à cette population rurale, il y a à peine 50% des Français qui savent lire à l'époque, est une population qui connaît de grands changements. Alors, si ce n'est pas un exode rural massif à l'époque, il y a des progrès ruraux très importants avec l'apparition des engrais, un début de mécanisation, bon, certes encore très léger, d'ailleurs c'est cette ruralité qui adhère totalement au régime. Bref, il y a également de grands aménagements ruraux avec la mise en place de la forêt des Landes ou l'assèchement par exemple en Sologne ou d'une partie de Marais Poitevin entraîne néanmoins un début d'exode rural et une diminution des populations des campagnes. Ces populations qui fuient vers les villes, et les villes connaissent elles aussi de très grandes transformations. Le temps est à l'hygiénisme et à la salubrité. On a bien compris que les villes du Moyen-Âge ou de l'époque moderne n'étaient plus adaptées à cette époque industrielle, et on va détruire les faubourgs, qui étaient aussi les lieux de révolte et de révolution, de barricades qu'il fallait transpercer, et donc on les transperce d'énormes percées, donc qui sont notamment promues à Paris au travers du préfet Haussmann. On parle d'haussmannisation. Et ces grandes percées, les grands parcs urbains qui sont mis en place, comme le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes, ou le parc de la Tête d'Or à Lyon, sont mis en place sous le Second Empire. Et c'est des villes nouvelles, avec des bâtiments, des immeubles que l'on connaît dans le Paris haussmannien, avec une architecture urbaine qui est relativement géométrique, avec des rues en étoile et des places en étoile, comme par exemple la place de l'Étoile à Paris, on est un des symboles, montre bien ce renouveau urbain. Les ouvriers sont en forte croissance comme catégorie sociale, avec ils représentent à peu près 28% des actifs en 1866, et la création de pays noirs autour de grosses industries, comme par exemple autour de Saint-Étienne, autour du Creusot, autour de Lille et plutôt autour de Lens, Arras, le bassin houiller, également en Lorraine. Ces industries se massifient, et il y a une volonté de développement industriel qui est très important au travers du soutien qui est fait aux industriels qui ont eux-mêmes une place importante dans le régime, comme Schneider qui est par exemple ministre, par exemple, ou alors Le Play qui est aussi quelqu'un qui est très investi dans l'industrie. Ces ouvriers ont un livret ouvrier qui permet de les identifier, et donc leur mouvement sur le territoire est relativement contrôlé. Néanmoins, l'empereur va faire un certain nombre de gestes sociaux avec les droits de coalition qui sont mis en place en 1864, mais qui ne doivent pas entraver la liberté de travail. Donc ces droits de coalition, c'est un peu l'ancêtre des syndicats. Il y a un certain nombre de grèves qui sont menées, même si elles sont réprimées dans le sang, notamment la grève de 1870 au Creusot, qui montre quand même des difficultés avec les ouvriers. Mais l'époque, d'un point de vue social, est au paternalisme, et les grandes industries mettent en place des cités ouvrières, comme par exemple le Creusot, et c'est inspiré un peu des socialistes utopiques comme par exemple le fameux ministère de Guise, qui avait inspiré Napoléon III, qui est inspiré par l'idéologie de Saint-Simon, qui est un socialiste utopique, et qui veut mettre en place cette cité ouvrière idéale, et cette société du progrès dans laquelle les ouvriers seraient intégrés. Donc, cela échouera, hein, puisqu'il y a quand même des révoltes dans le sang, puis parce que l'Empire finit par tomber en 1870. Cependant, ce qu'il faut en retenir, c'est que cette période est une période de profonde mutation.
mutation politique avec la mise en place du suffrage universel et son instauration définitive, l'abolition définitive de l'esclavage, mais surtout la mise en place progressive d'une démocratisation au travers de la liberté de presse qui s'instaure progressivement, mais également des élections et de la pratique du vote qui est de plus en plus démocratique au fil de l'Empire. Mais également des progrès économiques, ceux qui sont très importants, c'est l'industrialisation de la France, la colonisation à l'extérieur, l'unification des territoires avec le rattachement de la Savoie et de Nice. Donc la France prend ses bases, qui seront les bases importantes de la Troisième République, qui nous amènent jusqu'à aujourd'hui au travers du Second Empire. Alors le Second Empire est un régime décrié, parce qu'il n'est pas démocratique, mais un régime quelque part fondateur, qui a été un peu oublié et qu'on se doit aujourd'hui dans ce petit tutoriel de remettre en avant. Merci d'avoir suivi.